انقلاب على المقرر وكلها أدرجت في ملف الذي وضع الآن في 2 فبراير أمام المحكمة الإدارية. نتمنى من القضاء أن ينصف المجلس. ثم هناك ضرب للديمقراطية التشاركية أيضا. Également, je voulais attirer l'attention sur le fait que s'il n'y a plus d'hommes dans ces espaces-là, d'une part, le désert va avancer, et vous connaissez le contexte actuel de sécheresse, qui va devenir une sécheresse structurelle. Donc, si on ne prend pas en considération l'ingénierie des paysans, des artisans, des oasiens qui ont développé des méthodes de gestion de l'espace, de gestion des ressources naturelles pendant tout ce temps-là, il ne faut pas s'attendre à ce que de l'ingénierie moderne règle les problèmes, ça c'est clair. Si on ne fait pas attention à ça, on aura le désert qui va avancer, les gens vont partir bien sûr, et puis surtout on va se retrouver avec des territoires vides. Et vous le savez très bien que la nature a horreur du vide. Donc, vous connaissez la situation dans le Sahara, vous connaissez la situation dans le Sahel. Lorsqu'on ne maîtrise pas son territoire, lorsque les gens, les individus n'habitent pas et n'exploitent pas leur terrain concrètement, c'est de l'espace qui est laissé libre à tout le reste. Et le reste, c'est le terrorisme. Alors je parle du terrorisme, mais parce qu'on a bien vu ce que faisait Daesh, on a bien vu la situation dans le Sahel. Il n'est pas impossible que tout ceci remonte. Et dans ce cas-là, on se retrouvera vraiment dans un vrai problème de sécurité du pays. Les manifestations durent depuis maintenant 3 mois. Elles concernent l'imposition d'une société pour tout ce qui est question de gestion de la distribution de l'eau potable. Mais on oublie l'arrière-plan, en fait, le contexte de tout ça. Le contexte, c'est que Figuig est une oasis, donc on ne peut pas la considérer comme une collectivité territoriale comme une autre. Une oasis, c'est un écosystème avant tout, qui est travaillé par l'homme dans un milieu désertique. Donc, s'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas d'oasis. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oasis. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'oasis. Évidemment, l'eau et la terre doivent être gérées par ses habitants. Sinon, ça n'a aucun sens de vivre dans les oasis. C'est tellement pénible de vivre en milieu aride que si l'individu n'est pas impliqué directement dans la gestion de ce qui le concerne, il se passe ce qui risque de se passer pour Figuig, c'est-à-dire une accélération de l'émigration. Bon, cette émigration existe maintenant depuis un moment, depuis que les Français ont colonisé l'Algérie et depuis l'imposition de la frontière. Bon, la particularité de l'oasis, c'est que son arrière-pays est situé maintenant en territoire algérien, donc elle n'a plus de terre. Elle a part la palmeraie centrale qu'on voit dans toutes les photos et dans toutes les vidéos. Elle n'a plus de ma'aders. Bon, c'était des terres en bourg qu'on cultivait pour la céréaculture en général. Donc du coup, on se retrouve avec une ville qui est fortement alimentée par de l'argent qui vient d'ailleurs, des immigrés. Donc des émigrés ici au Maroc, bien sûr, mais aussi en France, puisque c'était le premier pays d'émigration, bien sûr après l'Algérie, et les pays d'Europe du Sud, et maintenant aux États-Unis, au Canada. Mais jusqu'à quand cette diaspora va continuer à injecter de l'argent dans l'oasis? Donc là, ce dont il est vraiment question dans toute cette discussion, c'est en fait, est-ce que l'oasis va continuer à vivre ou pas? C'est-à-dire que, admettons que l'entreprise est imposée de force, évidemment, les gens vont commencer à partir, tout simplement. Et la question est d'autant plus préoccupante, il faut vraiment la prendre au sérieux, que les oasis représentent environ 80 000 hectares au Maroc. 80 000 hectares, et elles se situent tout le long de la ceinture semi-désertique. Et évidemment, si ces espaces se vident, ça pose énormément de problèmes, en termes de désertification bien sûr, mais aussi en termes après sécuritaires, les trafics en tout genre, et y compris le terrorisme, etc. Donc voilà, on tire l'attention on tire la sonnette d'alarme sur cette question-là, parce que peut-être que la question de la gestion par une entreprise, ça peut paraître une bonne solution, peut-être, je ne sais pas, mais pour une oasis, c'est mortel, très clairement, voilà. Alors, comme solution, déjà comme principe, il y a la triptyque dont j'ai parlé, l'homme, la terre, l'eau. Donc la gestion des ressources naturelles doivent être faites par l'être humain. Ça c'est clair. Ce qu'il faut, c'est que la population soit retenue, maintenue sur place. Donc moi j'imagine très bien qu'il y ait une politique spéciale concernant les oasis. Ça ne coûterait rien pour l'État.
parce que c'est pas énormément de surface, mais ça aurait énormément d'impact positif pour le maintien de ces espaces-là. D'autant plus que, vu la sécheresse qu'on est en train de vivre, qui est en train de devenir une sécheresse structurelle, je pense que toute la culture oasienne a beaucoup à donner au reste du Maroc en termes de pratiques agricoles, pratiques sociales, le lien social, la solidarité, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui existent, qui ont été développées pour éviter, parce qu'évidemment, dans une oasis, s'il n'y a pas de solidarité, il y a la mort, tout simplement. Donc, les populations ont appris à vivre ensemble. Ils ont fait des arrangements entre eux, ils ont développé des process entre eux, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre par rapport à ça, à toutes ces questions-là. Bon, après, il y a toutes les questions de politique fiscale. Ça pourrait très bien être utilisé comme levier. Mais la politique de l'emploi, je ne comprends pas pourquoi, maintenant qu'on est dans la digitalisation, qu'Internet est très développé au Maroc, on n'aille pas vers le développement de l'emploi dans ces domaines-là. Hein. Alors, après, il y a aussi le regard qui est porté sur le désert, sur la population rurale, la population paysanne, et tout ça. C'est très, dans la tête des gens, c'est très arriéré. Bon. Sauf que c'est surtout adapté à l'environnement. Donc, plutôt que d'aller dans des jugements de valeur sur ce qui est nouveau, ce qui est moderne, ce qui est conservateur, etc., il faudrait essayer de retirer le meilleur de chaque pratique, de chaque site, de chaque société. Voilà. Donc ça, je crois que ça enrichirait beaucoup tout le monde. Ça nous permettrait, y compris en termes de politique publique, de dessiner des voies qui, pour le moment, ne sont pas du tout défrichées. Hein. Là, on est vraiment dans la question d'équilibre budgétaire, etc. Même si, lorsqu'on parle de loi FIGI, bon, les analyses, en tous les cas, ce que j'ai pu lire, des analyses qui ont été faites sur la consommation de l'eau, ne sont pas si scientifiques que ça. Hein. Donc, bon, les documents qui ont été produits sur les process, ce qui existe dans l'oasis, comment les gens vivent, la consommation, etc., ils ne sont pas faits de manière si sérieuse que ça. Donc, du coup, personne ne sait ce qui se passe effectivement. Mais la réalité est qu'en 2024, l'oasis de Figuig existe toujours, malgré tout ce qui lui est arrivé. Malgré tout ce qui lui est arrivé. Il y a quasiment 90% de son espace qui n'existe plus. Le dernier territoire qui est parti, c'est l'Arja, dont tout le monde a entendu parler il y a 2 ans, hein, et qui était vraiment un espace qui était cultivé. Hein, donc voilà. Déjà, notre responsabilité maintenant à cette étape-là, c'est de trouver une solution. Parce qu'on ne peut pas laisser l'oasis mourir, et on ne peut pas continuer à sortir, militer, se crier dans la rue, parce que sortir, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un interlocuteur qui accepte de... Et le fait même qu'il n'y ait pas d'interlocuteur en face, ça montre quand même une certaine faillite de notre système. Hein. Ça, il faut vraiment le souligner. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de trouver des solutions. Bon, nous sommes tout à fait disponibles pour discuter, apporter nos éléments de réponse, et puis trouver des terrains d'entente pour faire en sorte que ces espaces-là ne meurent pas. Ça, c'est une première chose. Après, pour tout le reste, c'est vrai, il y a vraiment une difficulté à faire que les communautés au niveau territorial continuent de vivre par elles-mêmes. À côté, on a une grande défiance vis-à-vis des institutions de l'État. Parce que les gens considèrent que ça leur apporte plus de problèmes qu'autre chose. Hein, tout simplement, toutes les grandes stratégies de développement qui sont menées par l'État actuellement, sont très très difficilement déployées au niveau territorial. Ça, c'est la faute, évidemment, tout est clair. C'est la faute des gens qui sont élus, dont c'est le travail de porter un plaidoyer, de pouvoir ramener des projets au niveau local. Mais c'est aussi un peu aussi de notre faute, parce que la politique, on l'a mise de côté. Alors c'est vrai que la politique, on a tous l'image de quelque chose qui fatigue, qui est sale, qui dérange, qui n'aboutit pas. Mais il faudra bien qu'on trouve un autre moyen de faire de la politique pour que chacun puisse aider à construire ce vivre ensemble. Hein, ça, c'est essentiel. On ne peut pas, le Maroc ne pourra pas avancer si on ne travaille pas sur cet aspect-là. Et le fait de venir et d'imposer comme ça d'en haut, ça n'a absolument aucun sens, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le moindre mal serait que les gens se dissocient, c'est-à-dire continuent à vivre leur vie sans faire attention aux institutions. Mais la plupart du temps, les gens prennent leurs valises et s'en vont, hein, tout simplement. Et ça, si on veut compter sur des ressources humaines qui maintenant vont à l'école, qui ont des diplômes, qui sont performants, on ne doit pas les laisser partir. On doit faire en sorte de leur créer un environnement pour qu'ils puissent s'épanouir et pour qu'ils puissent donner aussi leurs idées et puis participer à l'avancée du pays.